Auditeurs de Rewmi FM, téléspectateurs de Rewmi TV, bonjour et bienvenue dans votre émission L'encre et la plume, l'émission que nous vous proposons tous les samedis à partir de 9h. Nous recevons ce matin M. Arfan Diamanka. Il est le secrétaire général adjoint du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Arfan Diamanka, bonjour et merci d'être avec nous à Rewmi FM, Rewmi TV ce matin. Merci beaucoup Sylvie pour votre invitation. Je vous remercie pour cela. Saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices. Saluer donc le camarade secrétaire général David Célestin qui m'a demandé de répondre à votre invitation. Saluer tous nos camarades qui sont au niveau des différents campus. Et bien sûr vous remercier encore une fois pour cette invitation. On va dire qu'il y a eu beaucoup de difficultés avant, mais cette fois-ci, on est là. Oui, vous êtes là. Et je vous remercie pour ça. Arfan Diamanka, secrétaire général adjoint du SAES. Dites-nous qui est Arfan Diamanka. Parlez-nous un peu de vous. Arfan Diamanka, je suis un petit peu donc, du Fouladou, né donc, à Sédhiou, grandi et j'ai fait mes études donc, au lycée Diallo. Quand j'ai le bac, donc, je suis venu à l'université Cheikh Anta Diop Dakar. J'ai fait donc la licence SVT en son temps, ensuite le DEA, puis donc j'ai fait un DEA en parasitologie, ensuite une thèse. Donc je suis allé aux États-Unis pour faire des recherches, pour faire une thèse en bactériologie. Voilà, donc depuis 2016, je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au niveau du département de biologie animale à la faculté des sciences et techniques. Voilà, donc je suis aussi syndicaliste. J'ai été donc le secrétaire général de la section FST. Vous savez, dans notre organisation, l'organisation des syndicats, il y a les sections de base. Donc j'ai été secrétaire général donc, de la section pendant 2 mandatures. Et ensuite, j'ai été aussi à la coordination de Dakar pendant aussi 2 mandatures comme chargé des affaires sociales. Puis depuis le dernier congrès, donc en 2022, je suis le secrétaire général adjoint donc du SAES. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Arfan Diamanka, secrétaire général adjoint du SAES. Hier s'est tenue la rencontre tripartite gouvernement, syndicats et patronat. Est-ce que vous pouvez revenir sur vos 6 points de revendication? Merci. Donc oui, le SAES c'est un syndicat, comme on l'a toujours dit, on l'a toujours démontré, un syndicat donc de dialogue. Nous avons constaté donc que nous avions des conditions très difficiles au niveau donc des universités. Quand nous avons été élus, donc nous avons mis en place une plateforme de revendication qui regroupait donc plusieurs points, 9 points. Et cette plateforme de revendication, nous avons entamé donc des discussions avec le gouvernement. D'alors, et on est parvenu, dans le cadre des discussions que nous avons eues avec ce gouvernement, à avoir un protocole d'accord sur ces 9 points, parmi lesquels il y a donc le point sur la réversion des pensions de retraite aux veuves et veufs, donc des enseignants-chercheurs. En réalité, ce qu'il faut dire dans ce cas-là, c'est que nous avions constaté que nous avions une retraite très dérisoire. Et nous avions entamé des discussions avec le gouvernement. Et cette discussion a conduit à avoir donc, un accord sur l'augmentation de la pension de retraite qui allait jusqu'à 85%. Et cette pension de retraite-là, pour aller à 85%, nous avons fait des efforts supplémentaires de cotisation. Et ensuite, nous avons fait des efforts supplémentaires de charge de travail, de 20% de charge de travail que nous avons augmenté pour atteindre donc ce taux-là qui est de 85% donc à la retraite. Alors, ce taux, il y a une loi, la loi 81-52 qui dit, c'est une loi sur le code des pensions de retraite civile militaire, qui dit ceci, que quand un fonctionnaire, je dis même pas enseignant, c'est un fonctionnaire, parce que nous sommes des fonctionnaires, et à la décès, 50% de la pension de retraite est reversée aux veuves ou veufs et 10% aux enfants ayant moins de 21 ans. C'est ce que la loi dit. Alors nous, notre pension de retraite, c'est 85%. Alors quand un enseignant décède, il n'y est pas de sa famille, disons sa veuve ou son veuf,
Et ces enfants n'ont pas cette réversion-là. Et donc, nous avions entamé les négociations avec le gouvernement pour qu'il y ait une mise à jour. Et donc, le gouvernement a accepté, nous avons eu un accord, et un projet de décret a été déposé. C'est la table du Conseil des ministres. Alors, et le Conseil des ministres a adopté ce projet de décret-là. Et ensuite, donc, il y a eu, l'alternance est survenue, il y a des nouvelles autorités qui sont arrivées. Alors, quand ces nouvelles autorités sont arrivées, nous avons relancé ces autorités-là à travers notre ministre de tutelle pour pouvoir donc disposer de notre décret. Et donc, à ce niveau-là, on s'est rendu compte que le décret n'était pas trouvable. Ils nous ont dit que le décret est perdu. Alors, un décret perdu dans une administration sénégalaise, ce qui est donc, on va dire, terrible, dans une administration qui est tellement rodée comme une administration sénégalaise. Nous avons cherché partout, et le ministre de l'Enseignement supérieur nous a dit, donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de réintroduire le décret pour qu'il soit signé de nouveau par le président de la République. Donc, on a dit d'accord, pas de problème. Donc, on était dans cette procédure-là, et le décret a été effectivement réintroduit, mais on a constaté que ce décret-là, depuis qu'il a été réintroduit, on nous avait promis que le décret allait être signé depuis le mois d'octobre. On n'a pas, jusqu'à présent, pas eu la signature de ce décret-là. C'est comme ça que nous avons rencontré donc, les plus hautes autorités, donc le Premier ministre en l'occurrence, Premier ministre Ousmane Sonko, qui a reçu donc délégation du bureau national conduite par le secrétaire général. Et le Premier ministre nous a dit qu'effectivement, c'est lui qui avait bloqué donc ce décret-là, la signature du décret. Et parce que les finances, ils ont dit que notre retraite est payée par le budget du gouvernement, du budget de l'État, ce qui est faux, parce que nous cotisons et nous avons augmenté notre charge de travail de 20%. Donc c'est nos cotisations, 50% de nos cotisations qui doivent être reversées à la veuve ou au veuf, 10% pour les enfants de moins de 21 ans. Ça, c'est la loi. Donc, le gouvernement ne nous donne pas 1 franc de plus. Nous ne demandons pas 1 franc de plus. C'est nos cotisations que nous avons fait. Donc, ce sont ces cotisations que nous devons reverser. Donc, nous avons expliqué cela au Premier ministre qui a demandé qu'il y ait une confrontation avec les finances. Et donc, qui lui avait dit que c'était le budget de l'État qui payait nos retraites. Et donc, quand cette confrontation a eu lieu, nous sommes tombés d'accord, on a expliqué, et donc, les finances ont compris, on est tombés d'accord. Et on a signé même ce que nous appelons un PV, ce qu'eux, ils appellent une clause de confiance. Disons, une clause de confiance qu'on a signée entre le représentant du Premier ministre, en l'occurrence le secrétaire général Amir Lo, et donc le secrétaire général donc, du SAES. Donc quand on a signé ce que-là, il nous avait été promis que le décret allait être donc examiné en conseil des ministres et signé depuis le 18 décembre. Ce qu'on nous avait promis. Et depuis lors, on n'a pas une seule nouvelle donc, de ce décret-là. C'est pour cela, donc ce problème-là reste un problème qui n'est pas négociable. Le décret, il n'est pas négociable. Il faut que le gouvernement se tienne informé que ce projet-là, on ne peut pas revenir sur ce projet-là, le décret. Il n'est pas... D'ailleurs, il a été déjà examiné. Normalement, dans un état sérieux, ce décret-là ne doit pas poser problème. Ses effets doivent être... Donc, il doit produire ses effets. Même le ministre nous a dit ainsi. Donc, il doit produire ses effets. Alors, donc, on ne comprend pas jusqu'à présent que ce décret-là ne puisse pas être donc signé. C'est pour ça qu'on a engagé donc un combat pour que ce décret-là puisse être signé et qu'il puisse produire ses effets parce que les familles qui sont victimes là sont dans un désarroi. Vous ne pouvez pas savoir. Quand vous rencontrez ces familles-là, les désarrois que ces familles-là vivent, alors que leur mari, leur épouse ont cotisé. Il s'agit de reverser uniquement 50% de cette cotisation-là qu'ils ont fait. Même pas 1 franc de plus qu'on a demandé à l'État. Vraiment, normalement, on ne doit pas avoir de difficulté. On ne devait pas arriver là. Et d'ailleurs, pour ce décret-là, on a tenu 23 rencontres. Imaginez 23 rencontres pour ce décret-là. C'est pour vous dire que le SAES, c'est un syndicat qui n'est pas un syndicat va-t-en-guerre. C'est un syndicat qui discute, qui prône le dialogue. Parce que nous savons les difficultés dans lesquelles nous sommes dans les universités. Et parmi justement, dans le protocole d'accord, les points, il y a un deuxième point qui est aussi important, c'est le recrutement d'enseignants. Vous savez, chaque année, on nous envoie plus de 70 000 bacheliers dans les universités. Et ces bacheliers-là, c'est les mêmes enseignants qui sont là. Depuis plus de 10 ans, on n'a recruté que 410 donc, enseignants. Donc il y a un déficit d'enseignants dans l'enseignement supérieur. Terrible qui a été évalué à 6 000 enseignants. Déficit de 6 000 enseignants, imaginez.
Donc on a demandé dans ce protocole, on est tombé d'accord avec le gouvernement qu'il faut donc recruter des enseignants, ce qui n'est toujours pas fait. Donc ça, il faut le faire. La deuxième, et d'ailleurs pour là, on a formé tellement de docteurs qui sont spécialisés dans tous les domaines qui n'attendent que ça. Le troisième point, ce sont les infrastructures. Ces 70 000 nouveaux bacheliers qui nous arrivent toujours. Depuis 2015, le gouvernement a initié, donc on va dire dans les universités, la construction d'infrastructures. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les salles de TDTP depuis 2015 n'ont pas été finalisées. Jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas ces infrastructures-là. Et comme on n'a pas ces infrastructures, on ne peut pas mettre ces étudiants-là dans des conditions pour pouvoir enseigner. Imaginez chez nous, à la faculté de sciences, parfois, on prend les étudiants, on sort dehors pour aller chercher des salles. Imaginez des enseignants qui vont chercher des salles dehors, en dehors de l'université, dans les lycées ou autres écoles pour pouvoir enseigner. Voyez donc les difficultés auxquelles on fait face. Donc ça, c'est le troisième point important. Le quatrième point, ce sont donc dans les universités. Quand vous regardez les budgets des universités, ces budgets des universités ne couvrent pas 12 mois de salaire. C'est 9 mois, tout au plus. Et après le reste, il faut colmater pour pouvoir donc payer les salaires. Et là aussi, c'est une difficulté. Il faut qu'on ait des budgets de vérité qui couvrent les 12 mois. Parce qu'on ne peut même pas fonctionner dans les universités. Vous savez, les travaux pratiques que nous faisons là, parfois les étudiants appellent ça taper pratique, tellement qu'on va colmater parce qu'on n'a pas donc de matériel pour pouvoir donc faire ces travaux pratiques là, enseigner donc les étudiants au niveau donc des différentes formations. Ça, c'est le quatrième point. Le cinquième point, c'est celui qui consiste à revoir les réformes. Parce qu'il y a eu des réformes qui ont été entamées dans les universités, notamment le système LMD, CNAES. Donc on a demandé à ce qu'on fasse le point sur ces réformes-là, parce que si vous regardez les difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui, mais ces réformes-là ont une grande part, notamment le système LMD. Donc il faut revoir, 10 ans après ces réformes, plus de 10 ans après, quand même il faut s'asseoir pour faire le point sur ces réformes-là, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et sur ce point-là aussi, il y a eu des lenteurs. Bon, le gouvernement a organisé donc un séminaire, mais nous n'avons pas été associés comme on le souhaitait. C'est pour cela qu'on n'a pas pris aucun engagement au niveau donc de ce séminaire-là. Et ensuite, le cinquième point, c'est sur la gouvernance des universités. La gouvernance des universités, donc là aussi, le SAES avait donc engagé un combat pour que les recteurs au niveau donc des universités soient des recteurs qui soient nommés. Malheureusement, on n'est pas parvenu à la nomination, mais on est parvenu à avoir une commission cette fois-ci qui va étudier les dossiers pour pouvoir proposer une liste d'un certain nombre donc d'enseignants-chercheurs qui peuvent être nommés comme recteurs. Donc ça, on est en train vraiment de le faire. Le SAES est en train de suivre, de faire la pression à chaque fois de besoin. Et maintenant, il y a aussi un certain nombre de textes de gouvernants qui sont là. Il y a quelques difficultés. Là aussi, il faut qu'on revoie tout ça pour pouvoir mettre ça à jour. Ensuite, il y a maintenant le point sur l'orientation des nouveaux bacheliers. Là aussi, il y a un décret qui permet, donc une loi et un décret qui permet d'orienter les bacheliers en commun accord avec les instances. Et cette année même, le ministre a violé ce décret-là parce que les universités doivent définir leur quota en fonction de leur capacité d'accueil. Et ensuite, maintenant, ce quota-là est envoyé au niveau du ministère et le ministère doit orienter en fonction de ce quota-là. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup d'étudiants qui sont envoyés et donc nous n'avons pas les capacités d'accueillir ces étudiants-là. Donc une violation flagrante donc, de cette loi qui est là. Donc autant de problèmes que nous vivons aujourd'hui dans les universités qui font que ce que nous voulons, c'est que le gouvernement puisse comprendre que dans les universités, il y a une situation difficile. Et qu'on puisse rapidement signer ce décret-là pour qu'on puisse revenir à la norme au niveau des universités et qu'on puisse débrouiller sur les autres points, qu'on puisse ouvrir des discussions. Il faut qu'il y ait des discussions. Quand il y a des discussions, le SAES s'est toujours comporté de sorte qu'il y ait des propositions pour pouvoir sortir donc de l'ornière. Et ça, là, il faut que ces discussions-là puissent s'ouvrir pour qu'on puisse voir un plan de recrutement, les chantiers pour qu'on puisse les redémarrer, pour qu'on puisse avoir vraiment des textes qui permettent aux universités d'avoir une stabilité. Et cette stabilité-là, elle ne se fera pas si le décret n'est pas signé. Parce que nous, on est engagés dans un combat. Et ce décret-là, il faut que ce décret-là soit signé. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous aviez déjà rencontré le Premier ministre bien avant la rencontre tripartite entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Tout à fait. D'accord. Donc, cette rencontre était infructueuse pour vous? Enfin, je dirais pas infructueuse parce que vous êtes toujours en mouvement d'humeur. Oui, on est dans des moments de grève, malheureusement, ce que nous ne souhaitions pas. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand nous avions
Nous avions rencontré le ministre d'abord, notre ministre de tutelle, plusieurs fois. Et le ministre de tutelle donc, a fait le travail, c'est-à-dire faire en sorte que le décret puisse être réintroduit. Donc il nous a dit que il l'a fait en accord avec les services donc, des finances et tout. Donc, quand c'est arrivé au niveau du Premier ministre, il y a eu un blocage. C'est pour cela que nous avons rencontré le Premier ministre. Parce qu'on a mal informé, ou même je dirais qu'on n'a pas, on a fait exprès de ne pas bien l'informer. Donc on lui a dit que, comme je viens de dire, que c'est le budget de l'État qui prend en charge notre retraite. Donc il fallait lui expliquer. C'est quand on l'a expliqué qu'il a compris et qu'il a demandé maintenant, comme c'est ceci, je vais appeler les finances. Maintenant, vous allez avoir une confrontation. Si vous parvenez à avoir un accord, moi, je vais amener le projet de budget pour qu'il soit examiné et signé. Le projet de décret. Donc voilà ce que le Premier ministre nous a dit. Et ce que nous avons créé. Donc on a eu cette confrontation avec les finances. On est tombé d'accord sur un PV qu'on a signé, donc qui engage le gouvernement. Et jusqu'à présent, on n'a pas donc ce décret-là. C'est pour ça, hier, donc la camarade Ndiémé a interpellé directement le Premier ministre sur ce décret-là. Voilà. D'accord. Et quel a été votre ressenti au sortir de cette rencontre avec le Premier ministre? Alors, le premier ressenti, c'est que nous ne sommes pas satisfaits. Parce que nous aurions voulu que le Premier ministre nous dise que le décret va être signé. Alors, mais il faut dire que dans sa réponse, il sait maintenant qu'il y a un texte qui nous lie. C'est clair. Et il comprend, à mon avis, donc, que c'est une urgence. Parce qu'il a dit qu'il y a des points d'urgence qu'il faut régler. Ce décret-là fait partie des points d'urgence. Il faut que ça soit réglé rapidement, parce que sinon, dans les universités, nous n'allons pas pouvoir travailler. On ne peut pas travailler en ayant en conscience les difficultés que vivent donc les familles des victimes. On ne peut pas. C'est la conscience même qui ne nous dicte pas de faire cette chose, d'aller dans les amphis. On ne peut pas, même si on est dans les amphis, on ne peut pas faire le travail normalement, parce que dans la conscience, on a envie, donc, ces familles-là qui souffrent aujourd'hui. Donc, le Premier ministre doit juste prendre ce décret-là, l'amener en Conseil des ministres très rapidement pour qu'il soit signé et qu'il produise ses effets. C'est tout ce qu'on demande. Et donc, bon, il a parlé de dialogue. De dialogue social. On est d'accord. Nous sommes un syndicat de dialogue. Et nous savons que dans ce pays-là, il faut dialoguer. Ce pays-là a toujours été dans le dialogue. C'est dans le dialogue qu'on peut construire cette nation-là. C'est dans le dialogue qu'on peut avancer. Et ce dialogue-là, il doit être sincère. Le gouvernement, quand il signe des accords, il doit respecter ces accords-là. Dans ce pays-là, le problème qu'on a, c'est toujours on revient sur des accords qui ont été signés. C'est le principal problème qu'on a dans ce pays-là. Il faut que le gouvernement puisse maintenant prendre en charge les accords qui ont été signés et qu'ils puissent être matérialisés. Nous connaissons la situation de ce pays. Nous sommes dans ce pays-là, nous connaissons la situation que vit ce pays-là. Mais cette situation ne dédouane pas les autorités de régler les problèmes auxquels les populations sont confrontées, parmi lesquels le décret pour la réversion de la pension de retraite aux veuves et veufs. Et ça là, comme je dis encore une fois, je vais être très clair, c'est un décret sur lequel il n'y a pas de négociation. C'est non négociable. C'est non négociable. Et d'ailleurs, on ne peut rien négocier parce que c'est la loi. C'est la loi 81-52 qui nous dit qu'il faut reverser cette pension-là, famille des victimes. Elle n'est pas exclusive aux enseignants-chercheurs, c'est tous les fonctionnaires donc de l'État. Donc on ne peut pas être une exception. Mais il faut que le gouvernement signe ce décret-là. S'il veut avoir la paix au niveau des universités, il faut que ce gouvernement signe. Et nous pensons que ça peut se faire, puisqu'il a dit qu'il y a des points d'urgence qu'il faut faire, et ce point-là, c'est un point supra-urgent. Voilà, qu'il faut régler. D'accord. Il vous a invité à éviter les confrontations. Allez-vous vers un bras de fer avec le gouvernement? C'est à lui d'éviter qu'il y ait cette confrontation. Pas à nous. Nous, on réclame quelque chose qui nous est dû. C'est un dû. C'est une loi. C'est à lui de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette confrontation-là. En quoi faisant? En signant le décret et ouvrir donc les portes aux différents syndicats pour qu'il y ait donc des négociations franches sur les autres points-là. Vous savez, si le décret est signé, les autres points, on peut s'asseoir et on les regarde point par point
pour les examiner et trouver des solutions. Il y a des choses urgentes. Les enseignants, le recrutement des enseignants, c'est une urgence. Les infrastructures, là, on va donc mettre les étudiants là. Jusqu'à l'heure où vous parlez, il y a des étudiants qui, dans les universités, l'année 2024-2025, pour beaucoup d'universités, ça n'a pas démarré. Les nouveaux bacheliers de juillet là, jusqu'à présent, ils sont chez eux, ils n'ont pas démarré les enseignements. Ils vont les démarrer en fin mars, avril. Donc, vous voyez le retard qu'on a. C'est plus d'une année de retard qu'on a dans les universités. Dû uniquement aux ingérences des politiques dans les universités. Parce que c'est eux qui ont fermé les universités à plusieurs reprises. Qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un décalage. Le SAES, pendant des années, je peux vous dire pendant 2 ans, le SAES, hormis cette année, avec ce problème de décret-là, le SAES n'a eu que 2 mots d'ordre de 48 heures 42 pendant 2 ans. C'est pour vous dire que le SAES n'est pas un syndicat qui va en guerre, qui va en grève à tout va. Non, la grève c'est notre ultime recours. C'est quand on n'a pas une solution qu'on va en grève. C'est notre ultime recours. Parce que nous savons ce que nous vivons. Quand nous allons en grève, mais le retard là, qui va combler ça après? Mais c'est nous, ça retombe sur nous. Et nous n'avons pas de... Aujourd'hui, nous n'avons même pas de vie familiale. Nous allons à l'université à 7 heures, nous rentrons qu'à 22 heures. Parfois, nos enfants, on ne les voit pas pendant les jours ouvrables. Vous imaginez ça? Nous n'avons pas de vie familiale. Notre vie est réduite à enseigner, à encadrer. Même nos recherches, parfois, on n'a même pas le temps de faire des recherches pour avancer. Alors que c'est un des points, d'ailleurs, le CAMES, qui aujourd'hui durcit les conditions. Donc, nous sommes le seul corps dont l'évaluation est soumise aux critères internationaux. C'est le seul corps. Nous, pour le passage d'un grade à un autre, on va au CAMES. C'est le CAMES qui évalue, donc, qui évalue nos enseignements, nos recherches, services à la communauté, services à la société, pour qu'on puisse passer de grade en grade. C'est le seul corps. Donc, très difficile. Et pour cela, il faut que l'État nous donne les moyens pour pouvoir enseigner, pour pouvoir faire de la recherche, pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer, il faut régler d'abord le préalable. Et le préalable, c'est le décret. D'abord le décret, ensuite le décret, puis le décret, pour maintenant revenir sur les autres points. D'accord. Mais là, à l'instant T, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous allez poursuivre votre mouvement d'humeur ou bien vous allez laisser tomber comme... Non, on ne peut pas laisser tomber. Nous avons la conscience de ces familles-là qui sont vides. On ne peut pas laisser tomber. C'est au gouvernement de le savoir et d'agir rapidement. Nous allons nous réunir pour voir la suite à donner donc à notre membre. Nous avons décrété 48 heures. Nous avons déposé un préavis de grève. Nous avons décrété 48 heures. On ne nous a pas appelé. Ensuite, nous avons renouvelé ces 48 heures-là. Ensuite, donc 72 heures. Donc le ministre nous a appelé, on a une discussion avec le ministre. On est allé à ces concertations-là, on va dire ce qui est de dialogue social-là. On espère, on a fait entendre notre voix de fort belle manière. On espère que le gouvernement a pris conscience et qu'il faut régler ce problème-là. S'ils le font comme ça, tant mieux, on revient à une situation normale et on essaie de sauver ce qui peut l'être. Si le gouvernement ne prend pas conscience de cela, mais c'est lui seul qui sera responsable de ce qui va advenir donc de l'avenir des universités. D'accord. EG, que dites-vous du format de la rencontre? On a vu qu'il a associé tous les partis, même les étudiants et les élèves ont été conviés à cette rencontre. C'est très bien. La seule chose que je regrette, c'est que le format n'a pas été défini à l'avance. D'accord. C'est une fois à l'intérieur. Ils l'ont dénoncé d'ailleurs. Voilà, qu'on a si on allait prendre la parole. Le timing, ainsi de suite. Donc, ça ne nous a pas permis de bien, on va dire, de donner tous les points auxquels que nous voulions. Tous les points que nous voulions. Nous n'avons pas pu le faire, mais nous avions un point important. Et donc, notre camarade Niemeso a très bien donc, posé ce problème-là. Maintenant, c'est très bien d'associer tout le monde. Nous sommes dans un pays où nous avons des difficultés. Il faut associer tout le monde. À l'université, il y a 3 composantes. Il y a les enseignants-chercheurs, il y a les étudiants et il y a le personnel d'administration technique de service. Il faut associer tout le monde au niveau de ce dialogue-là pour que les gens puissent dire leur ressenti, les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour que les solutions puissent être apportées. Nous avons apprécié donc l'intervention de l'élève,
pour le compte des élèves, de l'étudiant pour le compte des étudiants. Voilà, nous avons bien apprécié qu'il pose le problème. Maintenant, la difficulté, effectivement, c'est qu'ils ne savaient pas. Donc, ils n'ont pas pris le temps de bien préparer donc, cette rencontre. Ce qui peut éviter à l'avenir. Parce que si on veut être transparent, mais il faut donner le format, il faut dire tout ce qu'il faut faire pour que les gens puissent se préparer pour qu'on ait une rencontre fructueuse. D'accord. Et bien avant cette rencontre, vous critiquiez la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Abdourahmane Diouf. Pourquoi? Oui, en fait, c'est que ce qui est extraordinaire dans la démarche donc, de notre ministre de tutelle, c'est que quand il a été nommé, immédiatement, donc, on a fait appel à lui. Il nous a reçus. Nous avons discuté. Le secrétaire général, David Célestin Faye, lui a fait l'état de la situation au niveau des universités. C'est tous les points, et c'est le protocole d'accord qu'on avait signé avec le gouvernement. Alors, il a pris conscience de ça. Il nous a dit qu'il a ouvert ses portes, qu'on allait bien travailler ensemble pour régler ces problèmes-là. Mais ce qu'on a considéré par la suite, c'est qu'il n'y a pas eu une suite. Et ensuite, c'est le problème du décret, où on était d'accord sur tous les points. On a vu qu'après, au lieu d'avoir une communication claire, une communication, on va dire, transparente avec le SAES, il allait au niveau donc, des médias pour avoir une communication interposée entre le SAES et lui. Ce qui n'est pas une bonne attitude, ce n'est pas un bon format. Nous sommes un syndicat qui est ouvert, disponible 24 heures sur 24. S'il nous appelle à nous informer à l'avance, on prendra des dispositions pour venir le rencontrer. Parce que c'est notre ministre de tutelle. Il ne doit pas aller au niveau des médias pour vraiment nous informer, communiquer avec nous. Ce n'est pas par l'intermédiaire des médias qu'on va communiquer. Donc ça, c'est une attitude qu'on n'a pas appréciée. La deuxième attitude qu'on n'a pas appréciée, c'est les accusations qu'il a proférées à l'endroit des SAES, en disant que nous discutions avec ses supérieurs sans qu'ils soient au courant. Or, c'est lui-même qui a pris son téléphone, d'après ce qu'il nous a dit, dans le bureau du Premier ministre, pour appeler le secrétaire général pour le mettre en relation avec le Premier ministre. Donc, ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative d'aller rencontrer le Premier ministre sans lui. C'est lui-même qui l'a fait. Donc, tout ce qu'on a discuté là-bas, ce sont ces autorités-là qui doivent l'informer. Ce n'est pas à nous de lui informer de ce qui est ressorti de ces décisions-là. Parce que il nous a dit que maintenant, c'est au niveau de la primature. Lui, il a atteint ses limites. Donc, si il nous met en relation avec la primature, c'est à la primature de l'informer. Et donc, il nous a accusés. Nous avons réagi. C'est tout. Hein. Il nous a proféré des accusations qui étaient des accusations qui n'étaient pas fondées. Et nous avons réagi. C'est tout. Mais je pense qu'on a eu une rencontre la dernière fois qui a permis d'aplanir donc, les points. Et je pense que pour l'avenir, s'il comprend ça, et que s'il nous rapidement, donc il faudra qu'il ouvre donc, les négociations pour qu'on puisse avancer. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez de lui concrètement? D'abord, nous avons une démarche. La démarche première, c'est qu'il nous appelle très rapidement pour qu'on puisse examiner les différents points. Ces points-là, d'ailleurs, qui ont été examinés, mis des en protocole d'accord, ces points ne demandent qu'une application. Qu'une application. La dernière fois, nous avons eu une rencontre à mettre en place des commissions. Ces commissions-là, depuis lors, c'est des commissions, comme disent donc, le camarade secrétaire chargé donc, des revendications, c'est des commissions mornées. Donc, qui ont été créées, mais qui n'ont pas marché. Il faut que ces commissions-là puissent donc se réunir pour pouvoir travailler. Il faut aussi qu'on puisse avoir un plan de recrutement rapidement. Ce plan de recrutement-là, il faut qu'on y aille. Il faut qu'au niveau des infrastructures, que le gouvernement puisse lever donc le pied pour que ces infrastructures-là puissent être livrées. Et lui, en tant que ministre de tutelle, c'est lui qui doit voir avec le gouvernement comment diligenter donc ces difficultés-là. Et lui, on l'attend dans son implication, on l'attend dans la diligence des problèmes auxquels on est confronté. Il doit se mettre donc au travail. Et se mettre au travail, c'est de diligenter donc les difficultés qui sont là. Le protocole d'accord est clair. Il y a des points, il ne signe même pas de discussion. Ce sont des points qu'il faut appliquer. Juste appliquer. Donc il faut qu'on l'attende dans ça. En tant que qu'il y ait une communication fluide. Oui. S'il y a une communication fluide, comme je dis... Tout ça parce qu'on a comme l'impression que le dialogue ne passe pas entre vous.
Oui. Comme si la situation le dépasse. Oui, bien sûr, cette situation-là actuelle dans laquelle, et il nous a dit d'ailleurs que pour ce qui concerne le décret, lui, il a atteint ses limites. Parce que le décret maintenant c'est au niveau de la primature, il a atteint ses limites. Mais pour les autres points, je pense qu'il doit pouvoir donc les diligenter. Et même pour le décret, même s'il a atteint ses limites, c'est à lui de talonner le gouvernement pour que ce décret-là soit signé. Parce que c'est dans son intérêt, c'est dans l'intérêt des universités que ce décret soit signé. Ce n'est pas à nous d'aller talonner le gouvernement. Nous avons donc notre manière de lutter. C'est à lui qui est chargé de sous-secteur d'enseignement supérieur de pouvoir donc diligenter donc les difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. D'accord. Les grèves répétées mettent en péril aujourd'hui le parcours universitaire des étudiants en perturbant davantage aujourd'hui le calendrier universitaire. Le Covid-19 est passé par là. Il y a eu également la fermeture de l'UCAD suite au saccage des événements politiques récemment. Les conséquences seront lourdes selon vous? Oui, je vous ai dit tantôt que le SAES, c'est pas un syndicat qui va en grève. C'est une exception. Quand on va en grève, c'est parce qu'on n'a pas de solution. C'est une exception. Je vous ai dit, pendant 2 ans, le SAES n'a fait que 2 moments de grève. 2 48 heures. 2023, quand nous avons entamé les négociations avec le gouvernement précédent, nous sommes allés en négociation jusqu'à trouver un accord, appliquer cet accord-là sans avoir un seul jour de débrayage, une seule heure de débrayage. On n'a même pas fait de débrayage. Or, on a eu des acquis importants sans aller en grève. Donc, le CES, c'est ça démarche. Donc, toutes les perturbations qu'il y a eu à l'université, c'est le fait du gouvernement et des politiciens qui ont entraîné la fermeture des universités. Parce que il y a eu 3 fermetures d'universités. Il y a eu Covid-19, ça on comprenait, parce que c'est un problème de santé. Mais il y a eu les élections législatives 2022. Ensuite, il y a eu les élections présidentielles, les fameux événements de 2023. Et d'ailleurs pour lesquels, qui ont fait énormément de dégâts dans les universités, aujourd'hui on est en train d'indemniser donc des victimes. Mais nous avons des collègues qui sont des victimes parce que ces collègues-là, on a brûlé leur voiture, on a saccagé leur bureau, brûlé leur bureau, les voitures qui sont censées régler les problèmes pédagogiques, les bus ont été brûlés au niveau des universités. Aujourd'hui, pour faire une sortie pédagogique, c'est la croix et la bannière. Et je pense qu'il n'y a que 2 bus au niveau donc, de toute l'université. Il faut faire donc une queue pour avoir le bus là, et donc pendant ce temps les sorties pédagogiques sont donc on va dire on ne peut pas les faire. Donc il faut que là aussi il faut que les universités soient dédommagées au même titre que ceux qui sont en train d'être dédommagés, parce que c'est une urgence, c'est la pédagogie. Ensuite, le décalage des calendriers universitaires, comme je viens de dire, c'est les politiciens qui ont amené ce décalage là par le fait donc de leur activité politique au niveau des universités, qui ont amené donc les fermetures donc des universités, mais aussi par le fait qu'on oriente beaucoup de bacheliers sans pouvoir donc construire les infrastructures et recruter l'enseignant. Donc ce n'est pas le fait des SAES. Les grèves des SAES sont des grèves vraiment qui sont minimes et qui n'ont pas un impact, c'est maintenant, mais avant, les grèves de SAES n'ont jamais eu d'impact sur le calendrier universitaire. Parce qu'à chaque fois qu'on a une grève, on s'est débrouillé pour rattraper donc les enseignements derrière. On a sacrifié même nos vacances, parce que nous avons droit à des vacances, 75 jours, mais parfois on ne prend même pas ces vacances-là. Donc c'est pour dire vraiment le sacrifice énorme que les enseignants font. Donc ce décalage-là est lié au fait des politiciens, mais aussi donc du gouvernement, qui ne respectent pas donc les accords qu'il a signés avec donc les partenaires sociaux. D'accord. Pourquoi dites-vous que le ministre de l'Enseignement supérieur a foulé aux pieds des années de négociations? Enfin, nous avons une loi, un décret pour l'orientation des nouveaux bacheliers, qui dit que pour l'orientation des nouveaux bacheliers, elle doit être faite de commun accord avec les instances des universités. C'est-à-dire, les facultés se réunissent et expriment leurs besoins en termes d'orientation donc de nouveaux bacheliers en fonction de leur capacité d'accueil.
Donc, les facultés envoient donc, ces besoins-là au niveau du ministère, parce que c'est le ministère qui oriente. Et le ministère, en fonction de ses capacités, oriente donc les bacheliers. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que le ministère est allé outre pour orienter beaucoup plus de bacheliers que les facultés ont demandé. Donc c'est une violation flagrante donc, de ce décret-là. Ça, c'est une violation. Deuxième violation, c'est que nous avons des accords. Des accords qui sont avec un timing. Chaque accord, il y a donc des périodes où ces accords-là doivent être matérialisés. Tous ces accords-là, ce timing-là a été dépassé depuis très longtemps. Alors que c'est un accord entre le gouvernement qui a dit que moi, le gouvernement, je peux faire ceci à telle période. Il y a des périodes. Le SAES, c'est un syndicat qui est bien organisé. Quand on va en négociation, pour chaque point, pour signer un accord, ce point-là, on sait, on dit voilà le point, voilà l'acteur majeur, et voilà la période d'exécution de ce point-là. Et aujourd'hui, tous ces points-là, leur période d'exécution est arrivée à expiration. Donc ça, c'est donc vraiment des difficultés que nous avons, que le ministère doit diligenter. D'accord. Selon vous, ces grèves répétitives ne compromettent-elles pas les chances de sceller avec le gouvernement un pacte de stabilité, comme le souhaite le chef de l'État, qui compte sur sa stabilité pour mener à bien sa mission? Le pacte de stabilité ne sera pas scellé. C'est la tombe de nos camarades décédés. Ça, il faut que ça soit clair. Nous n'accepterons pas un pacte de stabilité tant que ce décret-là n'est pas signé et qu'il produit ses effets. Ça, nous n'accepterons pas parce que ce sont nos camarades qui sont morts et leurs familles sont en train de vivre des misères. Ça, il faut que ça soit clair. Il faut que le gouvernement puisse l'entendre très clairement qu'il n'y aura pas de stabilité dans les universités tant que ce décret-là n'est pas donc signé. Maintenant, si il signe ce décret-là, pour le reste, comme je dis, il y a des problèmes urgents qui sont là. Ces problèmes, il faut les diligenter. Après, maintenant, on peut avoir un pacte. Nous gagnerons à avoir une stabilité dans les universités. C'est ce que le SAES cherche. Nous voulons avoir une université stable pour que nous puissions dérouler tranquillement donc, nos enseignements et nos formations. C'est tout ce qu'on cherche. Nous gagnons plus que le gouvernement à avoir une stabilité au niveau des universités. Mais encore une fois, le décret, il faut qu'il soit signé. S'il n'est pas signé, il n'y aura pas de stabilité au niveau des universités. Ça, c'est clair. Et on ne va pas lâcher. C'est clair. D'accord. Il y aura des rencontres sectorielles, donc vous ne comptez pas signer ce pacte? Non, encore une fois, tant qu'il n'y a pas de décret, on ne signera pas de pacte. Ça, c'est clair. Sylvie, ça, il faut le dire à qui veut l'entendre, que le SAES ne signera pas un pacte de stabilité tant que le décret de réversion sur les veuves et veuves n'est pas donc signé et qu'il produit ses effets. Ça, si le gouvernement règle ça, maintenant, pour les autres points, on peut discuter avant un pacte de stabilité. Mais ça, là, sans ce pacte de stabilité, il n'y aura pas. Tant que le décret n'est pas signé, il n'y aura pas de pacte de stabilité. Pour les négociations sectorielles, effectivement, il faut les ouvrir rapidement. Il faut rapidement qu'on aille en négociation. Mais encore une fois, avoir en conscience donc, nos camarades qui sont décédés, leurs familles qui sont en train de vivre donc, des calvaires, et aller signer un pacte de stabilité, il n'est pas question pour le SAES. D'accord. Merci beaucoup. SG, Arfan Diamanka, c'est la fin de cet entretien. Le mot de la fin, c'est quoi? Mais de remercier d'abord pour cette invitation. Souhaiter très sincèrement que le gouvernement puisse nous entendre et que le gouvernement puisse réagir rapidement. Parce que nous ne gagnons pas à aller à une confrontation, mais aussi le gouvernement ne gagne pas à ce que les universités soient dans cette situation-là. Donc vraiment, nous demandons au gouvernement, c'est un appel que je lance au gouvernement pour que rapidement, dans la semaine à venir, que ce décret-là soit signé pour qu'on puisse retourner donc, au niveau des amphis. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Arfan Diamanka. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Merci d'être là ce matin avec nous à Rewmi FM, Rewmi TV. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs de Rewmi FM, Rewmi TV qui nous suivez depuis 9h. Merci à Malik Faye et Diao Diallo pour la mise en onde et la partie technique de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.